Dimanche 29 juin 2025, il est l'heure, mesdames et messieurs, avec notre rendez-vous dimanche, c'est politique qui a démarré depuis peu. Et à présent s'installe le plateau des éditorialistes qui, ensemble aujourd'hui, nous allons encore décrypter quelques sujets qui ont marqué l'actualité cette semaine. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, cela dépend de votre position sur la planète. Merci de vous installer. Nos invités aujourd'hui sont déjà là. Constant Yaoudéou, directeur de la radio Planète. Cher doyen, bonjour. Bonjour, chers confrères et chers téléspectateurs. Merci de vous rendre disponible pour nous ce dimanche matin. Je vous en prie. Merci infiniment, mesdames et messieurs. Nous continuons. Jandel Glessoube, c'est le promoteur, de Stracom. Il est aussi présent sur ce plateau avec nous ce dimanche. Bonjour, Jandel. Mathieu, bonjour. Amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes dimanche et merci de vous rendre disponible pour nous. C'est un plaisir. Allez, nous continuons avec la série de présentations ici sur ce plateau. Aujourd'hui, Ferdinand Assoba, c'est le chef programme de la radio Sogema. Il est aussi là avec nous. Ferdinand, bonjour. Bonjour à vous Mathieu et bonjour aux amis téléspectateurs. Merci infiniment pour votre présence sur ce plateau ce dimanche matin. Ça va. Ce n'est pas fini, c'est un quadruplé qui discute avec nous aujourd'hui des questions de l'actualité. C'est Prosper, Prosper Vodienko. C'est bien sûr lui, il est là, de la radio Cap FM. Prosper, bonjour. Bonjour Mathieu et bonjour aux téléspectateurs. Le plaisir est pour nous d'être avec vous ce matin. Merci justement pour votre disponibilité, Prosper. Mesdames et messieurs, vous savez bien que l'actualité en République du Bénin la semaine écoulée, c'est bien sûr cette sortie du désormais ancien ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Paulin Akonan, lui qui, à travers une sortie au cours d'un meeting justement dans la cité de Kobourou, a sorti des propos qu'on peut traduire, qualifier de tendancieux tout simplement, et qui attaque son prédécesseur, justement, le traite de siphonneur avec quelques autres acteurs du milieu. Nous allons en parler sur ce plateau avec nos invités, doyen Constant Yaoudéou. Cette information, vous l'avez suivie, on va en parler avant de revenir justement sur les autres faits qui ont donc suivi par la suite. Oui, merci. Je crois que c'est une information qui a besoin d'attirer l'attention des populations parce qu'il s'agit des moyens des contribuables, donc les populations ne peuvent pas apprendre une telle information sans réagir. C'est pour ça que les réactions étaient de toutes parts et la promptitude de la réaction du chef de l'État a été à la hauteur de l'événement parce que ce qui s'est passé à Parakou, ce qui a été dit à Parakou est assez grave pour que ça n'attire pas l'attention puisque c'est un ministre de la République qui a parlé et il y a que non seulement ce qu'il a dit ne cadre pas trop avec la réalité au vu de l'actualité sur la question dont il a voulu tirer la ficelle. Et deuxième chose, puisque nous avons vu beaucoup de... On va y revenir sans doute sur le contenu. Donc, il y a que la visibilité que le gouvernement nous a fait constater sur la question de l'énergie et de l'eau ne cadre pas avec la déclaration que le ministre a faite, si bien que on peut se poser beaucoup de questions. Deuxièmement, le fait que c'est sur le terrain de son prédécesseur, dans le fief de son prédécesseur qu'il est allé faire la déclaration, ça doit forcément attirer l'attention des populations. Et autre chose, nous connaissons la manière de gérer du chef de l'État qui ne joue pas avec le nombre, mais joue avec la qualité. Si bien qu'il est celui qui a le moins connu de ministre dans son gouvernement depuis que
au cours d'un mandat, et 2 mandats en plus. Il a fait preuve de fidélité avec ses collaborateurs. Donc, on doit pouvoir savoir comment se comporter avec celui-là qui vous a nommé dans son gouvernement. Donc, il y a une question de discipline, de largesse un peu au niveau du ministre qui apparemment ne connaît pas son chef. Voilà. Il est haï de largesse, hein, tout simplement. Jean-Del Glessoube, vous avez suivi l'actualité comme tout autre Béninois. C'était le 21 juin à Parakou. Le 26, nous avons vu tout de suite sa sortie du gouvernement. Ça n'a pas tardé, le porte-parole du gouvernement aussi a porté, des clarifications justement sur ces faits. Quel regard portez-vous tout de suite justement sur le déroulé des faits jusqu'à ce niveau? Merci. Je crois que la déclaration du désormais ex-ministre des Mines est suffisamment grave. Et dans une nation qui se respecte comme la nôtre, on ne pouvait pas rester indifférent. Et c'est pour ça que je voudrais quand même saluer la réaction du chef de l'État qui a été bien indiquée. D'abord, l'enlevée du gouvernement. Puisque si on s'en tient à ce qu'il a dit, le désormais ex-ministre des Mines, Paulin Akpona, a jeté tout simplement du discrédit sur tout le gouvernement. Même si, dans cette déclaration, il mélangeait son parti politique avec le gouvernement auquel il appartient, on ne pouvait pas laisser cela inaperçu. C'est vrai, c'est une autorité qui a parlé de malversation, de mauvaise gouvernance, de détournement. Et visiblement, il parlait de son prédécesseur. Est-ce que c'est parce qu'il a eu connaissance des faits depuis sa prise de service? Quels sont les éléments d'appréciation sur lesquels il se base pour tenir ce tel discours? C'est pour ça que le mettre à la disposition de la justice, ce n'était que la meilleure option. Vous avez vu le tollé que cela a fait sur les réseaux sociaux dès le lendemain de sa déclaration. Et j'ai vu que lui-même, il tentait de se justifier, alors que dans le fond, ce qu'il a dit était suffisamment grave. Et donc, pour ma part, ce qui a suivi, ce n'est que la suite logique. Mais on ne doit pas s'arrêter en si bon chemin. Oui, c'est pour ça que ce que le porte-parole a dit est venu à point nommé. Il faut qu'au-delà de ça, si les faits sont avérés, n'oubliez pas que nous sommes dans une période préélectorale. Et c'est pour ça qu'on se pose des questions. Est-ce qu'un ministre du gouvernement, de la mouvance présidentielle, pouvait tenir de tels discours? La question mérite bien d'être posée. Voilà, oui, Ferdinand, vous avez suivi, puisque selon les propos du porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Ongweji, le ministre n'a aucunement déposé un rapport qui fait état de ce qu'il a constaté des malversations depuis qu'il a été nommé. Voilà ses propos à Parakou. Oui, le ministre Akpona a tenu ses propos sur le terrain de son adversaire, de son prédécesseur. C'est son prédécesseur. Il est le ministre en service. Et c'est lui, il a pris service il y a de cela 6 mois. Et il connaît peut-être les dossiers. Et pourquoi n'a-t-il rien dit à la hiérarchie, au gouvernement, au chef de l'État? Voilà, j'ai constaté telle chose, mais c'est sur le terrain qu'il a commencé par faire une telle déclaration qui est venue plonger tout ce que le chef de l'État a fait depuis 10 ans. Vous n'êtes pas sans savoir que le président Patrice Talon a lutté contre la corruption. Et on gère les choses. Continue de le faire. De le faire. Et donc, on gère les choses de façon à ce que l'argent public soit préservé, que les gens ont crainte de l'argent public. Mais on a vu la déclaration du ministre Akpona qui a dit qu'on a siphonné des milliards de francs CFA. Et que le président ne peut pas permettre ça. Bon, moi, quand j'ai entendu sa déclaration, je me dis certainement, il a consulté la hiérarchie avant de faire une telle déclaration. C'est peut-être que dans les coulisses, son prédécesseur ne parle plus le même langage que le parti Bloc républicain. Et donc, s'il a dit ces choses, et heureusement, le chef de l'État l'a mis à la disposition de la justice béninoise, c'est pour que le ministre Akpona puisse
donner les preuves de ce que son prédécesseur a effectivement volé, a effectivement détourné des milliards de francs CFA ces milliards vont servir de l'eau ou bien de l'électricité à la population de Paracoise. Donc, du coup, moi, je pense que c'est la meilleure option. Et donc, le chef de l'État n'a pas encore fini, hein. Moi, permettez-moi de le dire, puisque Akpona n'était pas sur le terrain seul. Il était accompagné. Donc, pour aller, parce qu'il ne peut pas se lever de go pour dire une telle chose. Il y a des gens qui ont parlé et qui lui ont laissé la parole, il a parlé. Et donc, du coup, on va fouiller dans la chaîne pour dire, est-ce que c'est effectivement ce pourquoi vous étiez allé à Parakou? S'ils sont allés à Parakou, non seulement ça, quand on parle avec ses propos, on laisse ses propos de côté, vous allez constater que le ministre Akpona a porté un chapeau qui a le logo de Bloc républicain. Et nous sommes dans un pays sérieux. Est-ce qu'il était en mission en tant que ministre de la République ou bien il était là en tant que militant du parti Bloc républicain? Il y a des questions qu'il faut fouiller et ça va servir de leçon aux autres ministres. Quand on est en mission républicaine, il faut savoir que nous sommes en mission. Mais quand vous êtes allé sur un terrain en tant que politicien, en tant que politique, il faut le savoir. Moi, j'ai l'impression que M. Akpona, comme l'a dit Jandel, M. Akpona a été emporté par la façon de faire la politique aujourd'hui. Et donc, il a parlé, il a tenu des propos politiques. Il est allé coûte que coûte pour plonger son prédécesseur, pour faire du mal à un adversaire politique peut-être, mais il a mal fait la chose. Il a mal préparé son speech et son speech est tombé dedans et puis il a été sanctionné. Je pense que la justice doit s'auto-saisir du dossier. Déjà la semaine prochaine, si on peut appeler à Akpona, il va répondre, il va donner les preuves, puisque le peuple béninois veut en savoir davantage. Il est ministre quand même de la République. Il est ministre de la République, sinon, il était ministre de la République, Prosper Vondiaonko. Vous avez suivi, il traite son prédécesseur des siphonneurs, justement. Il parle de délinquants de la République. C'est vrai qu'il n'a pas dit le nom de quelqu'un, mais les analyses peuvent nous guider, peuvent montrer à suffisance qu'il parlait de ceux qui ont géré avant lui. Donc, il n'a pas dit que c'est elle qui a fait. Apparemment, à analyser ses propos, c'est que ceux qui ont géré avant lui n'ont pas bien géré, n'ont pas fait aboutir les projets d'électrification ou d'extension de réseau SONEB dans la ville de Parakou pour donner de l'eau aux populations. Mais moi, j'ai comme l'impression que le ministre n'a pas mesuré la portée de ses propos avant de les sortir. Parce que il y a deux choses que je retiens. Il y a un adage de feu Jérôme Carlos qui disait il faut savoir parler, mais en même temps, il faut savoir se taire. Même si on vous a envoyé en mission, il peut arriver que vous sachiez vous envoyer. Il faut que vous sachiez envoyer. Donc, les propos ont été sérieusement un peu graves. Pour un ministre du gouvernement, j'ai l'impression qu'il a donné des armes à ceux qui ne parlent pas le même langage que le gouvernement pour tirer à boulet rouge sur le gouvernement et avoir raison. Parce que c'est un ministre du gouvernement qui dit que son régime, le régime auquel il appartient, le gouvernement auquel il appartient, et qui fait le combat contre la corruption depuis son arrivée, et que ce gouvernement, il y a des choses qui se passent. Et c'est lui qui le dit, c'est lui qui dit ça aux populations. Que ce gouvernement qui fait le combat contre la corruption, ce gouvernement qui se bat pour que les fonds publics soient gérés à bon escient, c'est dans ce même gouvernement que des gens ont pu détourner de l'argent et le montant qu'il a sorti, je pense que ça sonne mal à l'oreille pour un gouvernement qui fait un combat contre la corruption depuis son arrivée. Donc, logiquement, il ne peut plus faire partie de l'équipe, ce que le gouvernement a fait, parce qu'il a, pour ne pas utiliser des propos un peu déplacés, il a uriné dans le plat qui lui servait de repas. Il a tiré sur un gouvernement auquel lui-même appartient, ce qui n'est pas juste. Ça veut dire que la discipline du groupe a été bafouée par un gouvernement de la même équipe. Ce n'est pas normal. Donc, je pense que on ne va pas en faire tout un débat. La solution est à portée de main. C'est lui qui l'a dit. Il n'y a pas de raison qu'il n'ait pas des preuves de ce qu'il a dit. Donc, qu'il soit mis à la disposition de la justice, qu'il soit mis à la disposition des institutions habilitées à fouiller dans ce dossier pour qu'on puisse voir clair. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'eau au Bénin. Ce n'est pas la première fois que des dossiers sur l'eau, des projets de l'eau, on en avait entendu sous le gouvernement du président Boni Yahi. On en avait parlé suffisamment, ça avait fait le tour, on en avait suffisamment parlé. Et on revient encore pour parler de l'eau,
avec autant d'argent qui ne serait pas allé à destination, qui ne serait pas utilisé à bon escient. C'est pas normal. Donc, la justice non seulement doit s'auto-saisir, mais le gouvernement doit prendre ses responsabilités. Pourquoi il a dit? Est-ce qu'il en a déjà parlé au sein de son gouvernement, au cours des réunions que le gouvernement tient, en conseil des ministres? Est-ce qu'il en a déjà parlé à l'interne avant d'aller parler à l'externe? Nous sommes unanimes sur un fait, les populations ont droit à l'information, à la vérité. Les populations ont droit à ce que les gens font, les dirigeants font du pays. Les populations ont droit d'être informées, d'avoir la bonne information. Mais la façon n'est pas bonne. Cette façon de l'ex-ministre, je pense que ce n'est pas la meilleure. Est-ce que c'est discuté en comité, en réunion ministérielle? Est-ce qu'on en a parlé avec le chef de l'État? Ah, quand je suis arrivé, voilà, j'ai fait tel constat, j'ai constaté qu'il y a ci, qu'il y a ça, et je voudrais qu'on en parle. Est-ce que la question a été discutée à l'interne? Sinon, il y a un problème qui se pose. Vous ne pouvez pas être dans une équipe, vous ne pouvez pas avoir un chef au-dessus de vous et aller faire une déclaration pareille dans un pays alors que nous approchons une période sensible. C'est un peu déplacé. On ne va pas chercher de midi à 14 heures. Les institutions de la République n'ont qu'à s'auto-saisir du dossier, pas pour demander au ministre d'aller en prison, non, pas du tout, qu'il donne les preuves de ce qu'il a dit et on relaie l'information et que les populations soient situées sur où se trouve la vérité, où se trouve la malversation, qui a mal géré, et on interpelle qui de droit pour justifier ce qui s'est passé. Tranquillement. Oui, doyen. Je crois que le ministre a manqué un peu de réserve, parce que quand vous appartenez à la plus grande équipe de gestion au sommet de l'État, vous devez avoir forcément des réserves. Et même si vous êtes en politique, il faut forcément savoir quoi dire. Il y a des ministres qui ont fait des gouvernements depuis plusieurs dizaines d'années, mais vous les approchez aujourd'hui, ils continuent d'être réticents sur certaines informations qu'ils refusent de déclasser parce que c'était dit dans un milieu où on avait juré tous rester dans une certaine posture. Donc, c'est pas parce que tu n'es plus ministre aujourd'hui, non, c'est pas parce que le chef de l'État de cette période-là n'est plus vivant qu'il faut mettre les informations sur la place publique. Donc, c'est d'abord une question, vous m'excusez, de morale. D'abord, c'est ça. Donc, il faut forcément qu'on se dise, est-ce que c'est tout ce que je connais au couvent que je peux sortir dehors? Parce que là, le gouvernement, c'est un couvent. C'est ce qu'on appelle le rang dans les royautés. Celui qui est allé à rang là, donc quand rang il tord, donc c'est celui qui est dans le secret du chef. Donc, il ne peut pas parler n'importe comment. Il peut sortir un peu, nuancer un peu pour montrer que bon, la gestion de son prédécesseur n'a pas été tout à fait ce qu'il faut, mais jusqu'à aller sortir des chiffres, je crois que c'est suffisamment grave parce que il est d'un certain niveau. Et quand on sort des chiffres, ça veut dire qu'on a vu les chiffres. Mais dans quelles conditions? Est-ce que c'est ce qui est prévu à gérer? Est-ce que c'est le manque qui est ce qu'il a avancé comme chiffre? Donc, quand ça ne peut pas être clairement exposé, il vaut mieux se retenir. Est-ce que c'est ce qui manque qui est le chiffre avancé? Est-ce que c'est le budget total du projet qui est ce qui est avancé? Parce que je le disais tantôt, et on a vu ce qui se passe avec l'eau aujourd'hui, où le gouvernement a fait beaucoup d'efforts dans les collines. C'est pas facile d'avoir de l'eau dans les collines. Si vous avez fait Savalou une fois, vous avez fait Dassa et autres une fois, Glazoué, vous devez savoir de quoi il s'agit. Mais aujourd'hui, ceux-là
sont encore, puisque nous, à Cotonou ici, il y a beaucoup de travaux qu'il faut faire avant que ça ne puisse passer partout, mais eux, ils sont encore en avance sur nous aujourd'hui. Donc, on a vu le gouvernement dépenser de l'argent dans le secteur. Donc, sortir encore un chiffre aussi colossal que ça, c'est tout comme si rien n'a été fait. Ça ne peut pas passer inaperçu. Donc, je crois que le ministre a fait un peu de zèle en voulant plaire aux gens. Mais il faut savoir avec qui on est. Parce que ce n'est pas la première fois qu'on a vu ce gouvernement. Parce que quand on le dit, c'est la tête qu'on voit. Donc, c'est le chef de l'État. Donc, on a déjà vu le gouvernement réagir violemment par rapport à des propos tenus par un ministre dans ce pays. Et on a connu la suite. Donc, on est suffisamment pour quelqu'un qui vient à un poste comme ça, même si vous n'êtes pas informé de ce qui s'était passé, vous devez chercher à savoir comment on reste ici. Nécessairement. Absolument. Vous ne pouvez pas rentrer au couvent sans connaître les règles, les principes. Et même sans ça, c'est clair que quand vous rentrez dans un couvent, tout le monde sait il y a des principes. C'est parce qu'il y a... Tout ne se dit pas comme on veut qu'on a appelé ça couvent. Sinon, on ne va pas appeler ça couvent. Il y a des règles qui ne doivent pas être, qui doivent être respectées, qui ne doivent pas être violées. Il y a des obligations de réserve. Et on connaît la manière dont les informations du gouvernement sont mises à la place, sur la place publique. On le sait. On le sait. On le sait. On savait comment les ministres faisaient les déclarations avant. Mais aujourd'hui, on sait qu'il y a un porte-parole que, à tort ou à raison, on accuse même des fois d'être le super ministre. Non, c'est parce que le chef de l'État veut que l'information qui file de son équipe soit une information unique. C'est pour ça que les ministres ne font pas de déclarations à tort et à travers comme avant. Donc, il a de la méthode et il a imposé une méthode. Donc, si vous venez au couvent, vous devez savoir comment est-ce que les choses se passent ici. Il n'a jamais refusé. Je n'ai jamais entendu le président Patrice Talon demander qu'on ne fasse pas de déclaration. Pas du tout. Non, il n'a jamais refusé. Il n'a jamais refusé. Mais il a réussi à maîtriser son équipe. À maîtriser son il faut de l'information unique. Il faut forcément de la discipline. Et puis ce que vous dites pour illustrer, c'est pas la première fois qu'un ministre déborde un peu de ses limites. On a entendu un ministre dire, si un ancien président met son pied sur tel site encore, on va lui montrer qu'il est un citoyen comme tout autre. La suite, nous la connaissons. C'est pour dire que j'ai l'impression que le ministre n'a pas parlé. C'est vrai que le cadre n'était pas bien choisi, pas du tout. Les mots ne sont pas bien choisis aussi, mais il n'a pas parlé pour parler. C'est sûr que il y a fumé parce qu'on a allumé un feu. Il a certainement les preuves de sa déclaration. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que la solution n'est pas du tout loin. Ce qui est grave, vous avez suivi justement le porte-parole. Quand le porte-parole dit qu'il n'a jamais déposé un rapport qui fait état de ce qu'il aurait fait, un sondage, une enquête qui aboutit à un résultat. Le ministre, c'est pas un enfant, c'est une grande personne qui a déjà fait peut-être d'autres couvents avant le couvent du régime en place. C'est un expert comptable, il parle de l'argent, il sait de quoi il parle. Je suis sûr qu'il a les preuves de sa déclaration. On l'interpelle et puis le tour est joué. Peut-être qu'il n'a pas encore apporté l'information au couvent, ce qui est très grave, parce que le gouvernement nous a déjà montré qu'on ne doit pas bicéphaler l'information sous sa gestion. Ça doit partir de l'équipe et ça doit être unique. Donc, s'il sait qu'il est dans un gouvernement qui fonctionne comme ça et que l'information n'est pas allée au couvent et qu'il va parler sur le terrain, c'est grave. Mais de toutes les façons, et je suis bien convaincu, connaissant peut-être la qualité de la personne qu'il est, le ministre, l'ancien ministre désormais, il a les preuves de ce qu'il est en train de dire. Il suffit de l'interpeller,
et qu'il réponde à ce qu'il a dit. Il doit avoir les preuves de ce qu'il a dit. Voilà. Ça, c'est une évidence selon moi. Alors, si l'on reconnaît justement, hein, le ministre Jandel Glessoubessi reconnaît que le ministre, comme le disait Doyen tout à l'heure, qu'il appartient à un couvent, donc il est censé connaître justement les principes qui régissent justement ce couvent pour ne pas déborder, mais il n'est pas aussi novice dans l'appareil gouvernemental parce que nous savons d'où il vient pour être nommé ministre tout de suite. Est-ce que l'occasion, le cadre, la posture est appropriée? C'est de ça il est question. Akpona a fait preuve de, c'est-à-dire pas de légèreté, mais c'est une maladresse qui est malvenue. Et il faut avoir le courage de le dire. C'est l'expression même qu'il y a malaise au sein de son parti, le Bloc républicain. Appelons chat un chat. N'oubliez pas comment il est devenu ministre. Il était ministre conseiller pour Samoa Dambi. Et c'est quand Samoa Dambi a été débarqué du gouvernement qu'on l'a nommé ministre à sa place. Et Romaric Ogouale a été nommé ministre conseiller. Et qu'il vienne à Parakou. Et il dit, mais quand Prosper me dit que tout ne porte pas à croire qu'il parle d'Adambi, il est allé dire, lorsqu'un fils de Parakou a eu la chance de se retrouver à la tête de ce ministère et qui n'a même pas pu apporter de solution au fils de Parakou, que c'est un crime. Il n'y a pas autre moyen pour, identifier qu'il parlait de Samoa Dambi. Et Samoa Dambi qui est membre du Bloc républicain. Paulin Akpona qui est membre du Bloc républicain. Badamassi qui était à côté de lui est aussi membre du Bloc républicain. Ils étaient à Parakou. Parakou qui est une ville où c'est le Bloc républicain qui siège, qu'on le veuille ou non, même s'il y a un peu les démocrates, ils sont plus en avance. Et que lui, qu'il soit ministre, et que tous sont du même parti politique, et qu'ils viennent parler de son prédécesseur avec des thèmes orduriers de ce genre, ça veut dire qu'il y a malaise au sein du Bloc républicain. Si c'était que son prédécesseur était d'un parti adverse, je vais comprendre que c'est une querelle politique. Vous avez vu le communiqué du BR qui est sorti hier en début d'après-midi pour situer les responsabilités et pour se désolidariser du discours tenu par l'ex-ministre Akpona. C'est pour ça qu'il faut aller au-delà pour situer les responsabilités. Puisque s'il n'apporte pas les preuves, mais ça veut dire qu'il c'est de diffamation. Et il y a la loi sur le numérique qui est là, puisque l'information a été rendue publique grâce à qui? C'est grâce aux réseaux sociaux. Et il n'a pas cru devoir tirer leçon de ce qui est arrivé à l'ancien ambassadeur du Bénin au Niger. C'est parce qu'il a débordé dans cette déclaration qu'il s'est retrouvé sans siège d'ambassadeur. Et donc, au-delà de tout, nos hommes politiques ne doivent pas mélanger la mission républicaine à la politique. Il était à Parakou en tant que ministre où ils étaient en meeting, puisqu'il était en casquette du Bloc républicain. Son discours m'a tellement choqué, puisque, mais regardez un ministre du gouvernement. Est-ce qu'il sait ce qu'on appelle être ministre d'un gouvernement qui tient un discours en public? Et il va jusqu'à dire, vous allez constater que le BR s'occupe de vous. Il mélange sa fonction de ministre et son appartenance à un parti politique. Et donc, du coup, la meilleure solution pour montrer la discipline du groupe, c'était de le sortir tout simplement du gouvernement. On l'a appelé, on a demandé au chef de l'État de le faire, il a répondu avec une promptitude. Je lui dis chapeau. Après ça, maintenant, que la criette se saisisse du dossier pour qu'on aille au bout. Est-ce que Ferdinand? Oui. Mon confrère Jandel Glessoubé m'inspire beaucoup parce que moi j'ai parlé, le chef de l'État a pris une décision, il a sorti Akpona du gouvernement, mais ça pose un autre problème, le problème de formation de nos acteurs politiques. Comment est-ce que un ministre de la République peut mélanger sa fonction ministérielle et son activité politique? C'est extrêmement grave. On ne peut pas le tolérer dans une république. Il est en chapeau et il promet quelque chose à une population au nom de son parti. Alors que, moi, je voudrais savoir s'il était en mission, on va fouiller dans son ministère, s'il a reçu des primes pour ça,
ou bien il était en meeting politique. C'est extrêmement grave, on ne peut pas le faire dans un pays sérieux. Il n'a qu'à justifier. C'est bien que le porte-parole a dit, il n'a pas averti la hiérarchie avant de faire une telle déclaration. Il est ministre de la République, il a fait une déclaration, il est expert comptable. Donc il a fait sortir, il n'a pas bégayé sur le montant. Il a donné un montant, il a tout dit, et donc on sait qu'il parle avec certitude. Il n'a jamais parlé, et on dirait que bon, quelqu'un qui a non, il a parlé avec une certitude. Donc, la justice doit lui demander de compte. Et donc, l'épineuse question de formation de nos acteurs politiques, le bloc républicain s'est désolidarisé comme d'habitude. Quand vous prenez le cas à Dambi, c'est la même chose. Quand vous prenez le cas de Agoncan, c'est la même chose. Nos partis politiques font aujourd'hui, mais ce n'est pas la solution. Ce n'est pas la solution parce que c'est le bloc républicain qui l'a positionné. Veut ou pas, c'est le bloc républicain qui l'a positionné parce que quand il a été positionné, on disait que c'était un poste ministériel du bloc républicain et donc un bloc républicain doit remplacer un autre bloc républicain. Il l'a fait. Donc quand il a fait une déclaration, il a gaffé. Le parti doit assumer parce qu'il n'est pas le seul cadre du parti. Vous auriez, qu'est-ce que vous auriez souhaité dans ce contexte, Ferdinand Sogba? Oui, le bloc républicain devrait présenter des excuses publiques et présente ses excuses au président de la République pour dire on a fait un mauvais casting, vous avez choisi un mauvais militant parce que ce sont eux. Il ne peut pas nous dire aujourd'hui, quand il se désolidarise, non, c'est trop facile. C'est trop facile. Il n'est pas le seul cadre du bloc républicain. Donc, du coup, le parti se désolidarise. Il faut voir ce qu'il a créé pour le parti. Parakou, aujourd'hui, quand on prend les élections législatives passées, c'est dans la main des opposants. Et donc, aujourd'hui, il est venu encore plonger davantage Parakou. Et donc, je ne sais pas si, dans les coulisses, il entend que Adambi, je l'appelle comme ça parce que lui-même serait peut-être de liste pour les législatives ou bien deviendra peut-être le prochain maire de Parakou. Donc, il faut tout faire pour plonger parce qu'on a vu que quand même, il y a des cadres de ce parti-là qui étaient à côté du ministre. Et ils avaient fait une déclaration. Et cette déclaration, si cette déclaration noyait complètement Adambi, ça profitait à ceux qui étaient à côté de lui. Donc, du coup, on devrait aller plus quand la justice va finir son travail. Les partis politiques doivent aussi faire un autre travail sur leurs militants, les choix qu'il faut. Parce que ce n'est pas bien, c'est un expert comptable qui a parlé de prix, il a parlé de montant. Il a parlé de l'argent. De l'argent, il connaît. Voilà, et il connaît. C'est sur cette attitude justement du parti, on allait revenir avec vous, Prosper. Tout de suite, le parti a sorti un communiqué pour se désolidariser. Oui, parce que le parti ne se sent pas concerné par ce qu'il a dit. C'est aussi simple que ça. Comme nous le disons, s'il n'est pas allé dans le couvent gouvernemental pour préparer le terrain à sa déclaration et que le gouvernement aussi s'est désolidarisé parce que le porte-parole dit « nous n'en savons rien de ce qu'il a en tête de dire ». De la même manière, si le bloc républicain n'est pas informé, je ne vois pas pourquoi vous allez demander que les gens l'applaudissent. S'il n'a pas informé son parti, son mouvement politique qu'il va à Parakou et qu'il parlerait de ci, de ça, pourquoi vous voulez que les gens s'associent à sa déclaration? Quand il sait qu'il est en train d'aller sur un terrain de personnalité comme Rachid Badamassi, écoutez, est-ce qu'il avait besoin justement d'informer le parti politique d'un tel déplacement? Malheureusement, personne ne peut s'associer à quelque chose pour laquelle il n'est pas informé. Si là où vous êtes maintenant, quelqu'un arrive pour dire bon, je dois participer à votre émission, vous m'avez invité, que c'est pas le cas, je ne pense pas que vous ayez présenté des excuses aux auditeurs pour dire bon, je n'ai pas invité quelqu'un, mais il est venu, je veux l'accepter, excusez-moi, vous n'allez pas le faire. Donc on ne s'associe pas à quelque chose pour laquelle on n'est pas informé. Le parti n'est pas informé. Le parti ne sait pas qu'une déclaration comme ça serait faite à Parakou. Donc on ne peut pas l'applaudir. Il sera seul responsable. Il demande que le parti présente ses excuses justement à la nation, au chef de l'État. Pas du tout. Le parti n'est pas concerné. Puisqu'il vient de ce parti politique, non, non. Et jusque-là, personne... Attendez. Il ne peut pas avoir un tel meeting à Parakou sans que le parti bloc républicain ne soit informé. Non. Je suis désolé. Moi, ce ne sont pas des enfants. Oui, nous allons revenir à vous. Le parti dit je ne suis pas informé. On n'a pas encore, Akpona peut encore parler. Il n'a qu'à venir dire non, le parti a menti. C'est aussi simple que ça. Le parti dit qu'il n'est pas informé, c'est faux. J'ai discuté de la question avec eux et ils m'ont permis d'aller dire ce que je pense. Il n'a qu'à venir dire ça. Sinon, moi, je le dis, personne ne peut s'associer à une cause pour laquelle il n'est pas informé au départ. Si les gens ne sont pas informés, s'il n'a pas préparé le terrain à sa déclaration, si au préalable, il n'a pas dit dans le parti que, ah, attention, je suis venu au ministère, j'ai constaté ci, j'ai constaté ça, je ne peux pas me taire. Et que la partie lui dit,
allez, le chemin est libre, va parler. Le moment venu, personne ne peut s'associer à ça. Je ne peux pas m'associer à une cause pour laquelle je n'étais pas parti au départ pour être associé. Donc, même ce que vous dites tout à l'heure, et je ne suis pas d'accord quand vous dites que c'est le parti qui l'a présenté au gouvernement. Le gouvernement l'a proposé. Voilà, le gouvernement ne demande pas au parti qui lui va nommer comme ministre. Je ne sais pas si vous en savez quelque chose de contraire. Le chef de l'État nomme qui il veut, à quel poste il veut, et il s'engage. Maintenant que la personne a commis peut-être une faute, ce qu'il a à faire, c'est ce qui est fait. Mais nous sommes unanimes que ça ne doit pas s'arrêter là. Il a parlé, c'est une grande personne. Qu'il sorte les preuves de ce qu'il a dit. Et puis le tout est joué. Maintenant, si éventuellement il y a malversation, qu'on poursuive qui de droit. Pour moi, le parti n'a rien à voir. Personne ne va présenter des excuses si éventuellement la question n'était pas discutée en comité. Et le gouvernement a fait ce qu'on doit faire, seulement que ça ne doit pas s'arrêter là. Qu'il vienne dire ce qu'il a dit, les preuves de ce qu'il a déclaré. Et si on doit interpeller qui de droit, que la justice fasse son travail le plus simplement possible. Moi, je ne veux pas voir un parti venir présenter des excuses au nom de quoi. C'est comme s'ils sont tous comptables de ce qu'il a déclaré. Si on n'est pas informé au départ, c'est qu'on n'est pas informé. Il assume ses déclarations à lui seul. Voilà. Il y a sur le plan politique qu'il y a eu de l'indiscipline. Ça, c'est clair. Le parti ne peut pas ne pas être informé et il va tenir un meeting de ce genre dans la troisième grande ville du pays. Ça veut dire qu'il y a un problème d'indiscipline au sein du parti. Et je ne pense pas qu'il puisse se tenir un meeting aussi géant à Parakou, où on sait que l'opposition a de la force et ne pas informer le parti. Ce n'est pas quand des problèmes vont se poser qu'on va dire on est en meeting BR et il y a eu tel incident, le parti va intervenir, le parti ne pourra pas intervenir. C'est déjà trop important pour que le parti ne soit pas averti, mais ça ne veut pas dire que les propos qui sont tenus engagent le parti parce que son discours n'a pas été censuré par le bureau politique. Surtout que c'était de l'improvisation aussi un peu. Est-ce qu'il tenait un papier où le discours a été rédigé? Je ne crois pas. Donc, ça veut dire qu'il a mis du sien et ça a débordé. Donc, le parti a son travail à faire à ce niveau sur le plan politique. Maintenant, sur le plan équipe gouvernementale, ce qui a été dit doit avoir de suite parce qu'il a succédé à quelqu'un. Les mêmes cadres sont là. C'est à peine assistant ou secrétaire particulier qu'il aurait pu changer. Donc, c'est toute l'équipe qui a géré les dossiers de ce fonds-là. Toute l'équipe est encore en place. Donc, c'est son équipe. Mais comment se fait-il que une déclaration comme ça se fait? Le secrétaire général est là, le directeur du cabinet est là. Est-ce qu'on les a changés pour que le travail qu'ils ont eu à faire jusqu'à son arrivée il y a 6 mois seulement puisse être entaché d'autant d'irrégularités et ils sont encore là. Donc, c'est une déclaration politique peut-être, mais qui va le faire couler beaucoup d'encre au sein du ministère parce que tous ceux-là tous ces directeurs techniques doivent être interpellés pour donner des explications au chef de l'État sur la question. Parce qu'il faut que le chef de l'État sache quoi dire, ce qui s'est passé ou quoi dire à la population, puisque c'est lui qui a élu tout le monde. C'est le gouvernement. Quand on dit gouvernement, c'est le chef du gouvernement. Les populations ne connaissent pas M. Akpona. Ils connaissent Patrice Talon pour qui ils ont voté. Donc, je crois que le gouvernement finira par prendre ses responsabilités parce qu'on ne peut pas dire et on va dire on l'a déjà sauté, c'est terminé. Non, les faits sont là, les déclarations sont là et on doit savoir exactement ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Oui, Très rapidement, oui. Il n'était pas en meeting. Puisque dans son discours, il disait « Je suis venu avec les cadres de mon ministère, avec le directeur régional. »
et que c'était suite à un constat que le ministre conseiller Gbadamassi a fait sur le terrain qu'il y avait un manque d'eau et de lumière dans le premier arrondissement de Parakou. Ça veut dire qu'il s'est préparé, il était en mission. Donc, à ce stade-là aussi, on pouvait dire que le parti ne pouvait pas avoir trop un regard sur cette sortie-là, puisqu'il a dit lui-même. Alors, l'autre question hein, sur ce plateau de l'hebdo des éditorialistes de ce dimanche 29 juin 2025. Vous savez bien que l'information a aussi fait le tour hein, des médias à la faculté des droits et de sciences et politiques de l'université de Parakou. Les résultats de la première session de juin 2025 en première année de droit sont désormais connus sur un total de 2482. Hein. Ils ne sont que 6 justement à avoir attiré leur épingle de jeu. Jean, vous avez suivi cette actualité aussi. Ça fait marrer, mais ça ne devrait pas faire rire. Ça devrait nous interpeller. Voilà. Et quand j'ai eu connaissance de ça, je me suis dit, bon, la responsabilité, elle est partagée. Oui. On peut remettre en cause le niveau des étudiants, ils ne se sont pas donnés au travail, mais est-ce que les enseignants étaient aussi à la hauteur? Est-ce que les enseignants ont donné le meilleur d'eux-mêmes? Est-ce que les enseignants étaient sûrs que ceux-là qu'ils ont en face d'eux comme étudiants étaient capables de diagnostiquer et de traiter ce qu'on leur a soumis? L'autre chose, tout le monde aujourd'hui veut aller dans les universités. Tout le monde veut avoir le baccalauréat. Mais la science juridique, c'est comme si c'est la classe de CI. Tout le monde veut faire les sciences juridiques aujourd'hui. Beaucoup de personnes veulent aller là. C'est vrai, ça interpelle quand on voit le chiffre. On se dit, et sur près de 2000 et quelques, c'est 6 étudiants. 6 Oui. Sur 2482. Est-ce que ce n'est pas une erreur par hasard? Quand j'ai lu, je dis bien ce n'est pas une erreur. Quand on arrive à dire que c'est 6 personnes qui ont pu tirer leur épingle du jeu, ça pose un problème. Et il faut qu'on questionne également tous les enseignants. Tous les enseignants qui ont donné des cours durant l'année scolaire, on doit les questionner. Dans quelles conditions les cours ont été dispensés? Comment est-ce que les étudiants venaient au cours? Quelle a été la préparation qu'on a eu à faire avec les étudiants? Est-ce que réellement ils étaient en mesure d'affronter ce qu'on leur a donné comme épreuve? Il y a beaucoup de paramètres en jeu. Sinon, ça disqualifie aussi un peu le système éducatif au niveau du supérieur. Lorsque dans la tête du citoyen lambda, on dit c'est 6 personnes qui réussissent, ça pose un problème. N'oubliez pas que lorsqu'on parle de l'éducation, il y a les partenaires techniques et financiers qui ont aussi un regard sur ça. Et donc, moi, j'estime que ce n'est pas uniquement la faute des apprenants. Il y a aussi les enseignants qui ont une part de responsabilité. Il faut la situer et revoir aussi un peu les conditions. Puisque dans un seul amphi, il y a plusieurs étudiants. Est-ce que dans ces conditions-là, est-ce que ça permet à l'étudiant de comprendre ce qu'on lui dispense comme cours? Il y a beaucoup de paramètres en jeu. Quand ça arrive, c'est aussi bien. Ça permet de réfléchir sur la question pour améliorer les conditions d'études dans nos universités publiques. Alors, Constant Yaoudéo, cette information, vous l'avez suivie aussi? Oui, je l'ai suivie. Ça m'a rappelé des périodes où il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas dans notre système éducatif et surtout à l'UNB, à l'Université nationale du Bénin. Bon, mais avec le temps, les choses ont évolué et on a constaté qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de réformes, il y a beaucoup de sérieux aujourd'hui au supérieur. Et ça, il faut le reconnaître. Et que ça arrive, ça doit interpeller pour dire mais à quel niveau il y a eu problème. Parce que ce n'est pas un seul professeur qui a fait, qui peut savoir qu'il y a tel résultat qui risque de sortir. Donc, c'est plusieurs professeurs qui ont donné les notes et quand on a mis tout ça ensemble, on a trouvé que 6 moyennes. Ça veut dire que c'est un peu général. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'au niveau de chaque professeur, les notes soient minables? Est-ce que c'est la manière de corriger?
Est-ce que c'est le système aujourd'hui ou les systèmes que nous utilisons aujourd'hui parce que les choses ont évolué avec le numérique, où il y a eu quelque chose qui n'a pas marché quelque part et les résultats ont donné ce que ça a donné? Tout ça, c'est possible. Je crois que l'université doit chercher à voir ce qui n'a pas marché. Sinon, on ne peut pas dire que sur 2500 étudiants, qu'il n'y a que 6 qui ont le niveau, mais il faut voir autant d'étudiants qui ont la mention parmi eux, pour qu'on ne dise pas qu'ils sont aussi tarés que ça, bien que on sache que les études en droit ne sont pas faciles comme on le croyait. C'est pour ça qu'on appelait ça Chine populaire avant. Donc, ce n'est pas que ces études sont faciles. Aujourd'hui encore, c'est encore plus compliqué parce que le droit continue d'être plus compliqué, même dans les pays où c'est évolué avec le numérique et tout ça. Là, aujourd'hui, le droit évolue. Le droit évolue à une allure qui n'est pas du tout ce qu'on connaissait. Donc, ça veut dire que l'université même est en train de faire des efforts, est en train de relever des défis. Et si ça arrive de cette manière-là, il y a un problème. Est-ce que c'est les apprenants qui sont aussi tarés que ça? Je ne pense pas parce que il y a beaucoup de mentions qui sont dedans. Oui. Et est-ce que c'est les enseignants qui ont fait autant de négligence? Ça veut dire que les 15 matières, les 15 enseignants ont tous décidé d'être négligents sur dans la manière de donner, de dispenser les cours, ou bien c'est au niveau de la correction parce que ça fait 2500 quand même copies pour 15 ou 12 enseignants. Ce n'est pas facile, même s'ils se font assister. Donc, ce n'est pas aussi facile. Donc, est-ce que c'est le système de correction qui a posé le problème? Je crois qu'il faut diagnostiquer. Et sinon, que ça risque de jeter un peu de discrédit sur notre système éducatif, sur le curricula, et aussi faire peur aux enfants qui vont décider de ne plus aller à l'université, et ça va créer d'autres problèmes à l'État dans un autre secteur. Merci doyen. Oui, Prosper. Non, en fait, je vais vous choquer en vous disant que c'est pas une première. Les facultés de droit, aussi bien à l'université d'Abomey-Calavi que de Parakou, ont toujours donné des résultats comme ça. Ah bon? Pour ne pas vous choquer, moi, j'avais envie de faire le droit. Mais la première fois que j'ai mis pied dans un amphithéâtre de droit, quand je venais à l'université, c'était la seule fois que mon rêve a existé. Et puis après, je ne suis plus jamais allé là-bas. Mais pire, avec un taux d'admission faible. C'est un effectif qui ne dit pas son nom. Mais on vous dira que ceux qui sont à la maison, qui ne sont pas venus au cours, dépassent ce que vous voyez devant vous là. Donc vous vous posez en même temps 1000 questions. Le droit aujourd'hui, c'est ce que tout le monde fait. Quand vous demandez à quelqu'un, il vous dit « je suis en droit ». Plein de nos compatriotes qui sont dans les administrations sont à l'université en droit. Le jour de composition, vous allez voir des véhicules alignés. Comme ce n'est pas possible, ils sont venus composer. Ils sont dans les administrations. Ils ne vont pas au cours. Ils reçoivent des polycopes ou des photocopies de cours pour étudier. Ils achètent les livres parce qu'ils ont les capacités. Ça fait réfléchir le système éducatif à l'université. Ça, c'est le droit. Il y a d'autres mal-donnes qui ne sortent pas encore. Il y a des grincements dedans qu'on ne vous dit pas. C'est vrai que ça s'est beaucoup plus amélioré aujourd'hui dans des facultés qu'on a dû fragmenter, qu'on a dû diviser en 2 ou en 3 pour que les choses s'améliorent. Mais je vous dis que l'université aujourd'hui demande à ce qu'on réfléchisse sur la qualité des enseignants, sur les désirs de nos étudiants qui se partagent dans les facultés. Quelqu'un ici, il a fait double inscription, il a fait triple inscription, il y a tellement de choses à dire, mais les facultés de droit interpellent davantage parce qu'il y a beaucoup de monde qui se retrouve là-bas. Et j'ai l'impression que vous ne pouvez pas demander à un professeur, à lui seul, de corriger 2000 copies pour sa matière et que tout puisse bien se passer.
C'est vrai que c'est la logique, mais je pense que le numérique aujourd'hui doit être mis à profit pour qu'on puisse profiter. Ce qui se passe sort de l'entendement. Vous parlez de 2000 quelque chose. 2480. Et qu'on dise qu'il n'y a que 6 qui ont réussi à franchir là-bas. Ça sonne mal. C'est l'insulte à l'intelligence béninoise. Je pense que ce n'est pas que des apprenants, c'est tout un système qu'il faut revoir, c'est toute une faculté qu'il faut interroger pour voir ce qui se passe au niveau de la faculté des droits et des sciences politiques. Merci. Ferdinand Soba. Mathieu, sur cette question, je pense que ça pose la question d'orientation des bacheliers. Quand vous avez le bac, il faudrait que ceux qui organisent des séances d'orientation puissent l'organiser correctement. Après ça, les enseignants de cette faculté doivent se remettre en cause. Et désormais, ce n'est pas quelqu'un qui est dans l'administration et qui a vu que peut-être le chef de l'État, Patrice Talon, est venu et il a fait des réformes dans le secteur de la justice et que les magistrats sont comme bien chouchoutés dans la République, que je dois aller faire le droit. Et combien parmi ces 2400 quelque chose là allaient au cours? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, du coup, les gens restent dans leur maison et ils viennent combler l'effectif. Ils ont donné leur nom, ils ont fait l'inscription, mais ils n'allaient jamais suivre ces cours-là. Et enfin, on dit que c'est 6 étudiants qui ont pu tirer leur épingle du jeu. Je pense qu'au début, on devrait quand même dire qui doit s'inscrire et qui ne doit pas s'inscrire. Et donc, dans ces conditions, ça va faciliter les choses. Et que les professeurs, les responsables de cette faculté doivent se dire, on a fait un examen quand même pour des étudiants et que ces 6 personnes, au bout du rouleau, 6 personnes ont tiré leur épingle de jeu. Je pense qu'on doit au début remélanger et donc reprendre les choses pour quand même ne pas s'exposer. Ils se sont exposés. Quand moi j'ai vu ce résultat, j'ai dit, ce sont les enseignants de cette faculté qui n'ont pas rendu service à la nation. Tout simplement. Mesdames et messieurs, on aurait bien voulu continuer aussi, approfondir sur cette question, mais malheureusement, c'est une question de temps. Merci de nous avoir suivis. Ainsi prend fin ce plateau de l'hebdo des éditos de ce dimanche 29 juin 2025. En un premier sujet, on a parlé justement de cette situation, limogeage du l'ex-ministre de l'Énergie, Paulin Akponan, suite à ses propos tenus dans la ville de Parakou le 21 juin dernier. On est revenu justement sur le faible taux des résultats à la première année de droit, de sciences politiques et à l'université de Parakou. Mesdames et messieurs, le prochain plateau, c'est bien évidemment Duel. Les invités s'impatientent. Maintenez votre position d'écoute, car dimanche politique se poursuit.